Pour en parler, deux fidèles du Grand JT, Pascal Vivier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire général SNETA FO. Dylan Ayessi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, fondateur de Une Voix pour tous. Alors on va parler de la filière pro. La filière pro, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, j'espère, à tous les Français. La réforme des lycées pro aura bien lieu à partir donc de la rentrée 2024. Rentrée 2024, c'est bientôt quand même, hein. C'est dans 3 mois. C'est maintenant. Avec l'adoption du texte, malgré les réticences de beaucoup de syndicats, beaucoup de personnes du monde de l'éducation, notamment, et on va les égrener ensemble, sur le nombre d'heures perdues d'enseignement au profit, effectivement, d'un stage pour ceux qui désirent faire ce stage en seconde partie d'année de terminale. Alors parlons de ce stage, mais juste j'aimerais ajouter avant cela que Gabriel Attal, alors qu'il était ministre de l'Éducation, avait annoncé une augmentation du volume horaire dans les enseignements généraux en terminale et la généralisation aussi des groupes, et on va y venir, à effectif réduit en français et en maths. Donc du coup, c'est un flou total pour ceux qui ne sont pas dans ce monde-là, parce qu'on est complètement perdu sur ce que ça veut dire. Diana Yassi, ça veut dire quoi? Ça veut dire un stage, donc moins finalement d'enseignements généraux, ou plus d'enseignements généraux du fait de la demande de Gabriel Attal. Je pense qu'il y a une confusion sur l'attente qu'il y a dans les stages de lycée professionnel. Il y a cette perspective de la terminale en 2 temps, avec soit la possibilité de poursuivre sur une formation sur les fondamentaux, soit une possibilité d'aller sur de l'insertion professionnelle. Mais on n'arrive pas très bien à comprendre finalement comment est-ce que ça va se matérialiser et quel est l'intérêt derrière. Et surtout, comment est-ce que les élèves qui vont y être orientés le seront. Et nous, il y a l'enjeu qui nous semble fondamental dans la construction de toutes les réformes éducatives, en particulier celle qui concerne les voies professionnelles, qui est celui du choix de l'élève. Et finalement, comment est-ce qu'on arrive dans toutes les conditions, qu'il s'agisse du stage en terminale, qu'il s'agisse de l'orientation en 3e, qu'il s'agisse de l'orientation en seconde, comment est-ce qu'on arrive à garantir que les élèves et les familles ont le choix, ont le dernier mot sur leur orientation. Et le choix qui est un choix qualitatif et non pas le fameux choix par défaut dont on parle systématiquement pour la voie pro. Absolument. Et en fait, ça, c'est la condition qui permet d'avoir une scolarité qui soit réellement confortable pour les élèves et heureuse, parce que la notion d'épanouissement doit revenir dans le débat éducatif. Donc finalement, il y a effectivement des débats sur est-ce qu'on augmente le temps en entreprise, est-ce qu'on augmente le temps en stage, parfois des débats qui tombent parfois dans certaines formes d'idéologie, ou en tout cas de vieux débats éducatifs. L'enjeu principal, c'est comment est-ce qu'on garantit que les élèves sont épanouis dans leur scolarité. Et malheureusement, ça semble pas encore être sur la table à ce niveau-là. Pascal, une réaction déjà? On est dans une période très particulière parce que tous nos élèves sont en examen. Donc on a actuellement entre 160 000 et 200 000 élèves qui passent les CAP et le bac. Donc déjà, je leur souhaite bon courage et pleine réussite. C'est déjà une bonne chose. Et donc on est dans une période où les négociations sont un peu plus difficiles. Et vous le disiez, toutes les organisations syndicales unanimement étaient opposées à cette réforme parce qu'elle ne répondait à aucune des questions qui étaient posées. Dylan en a parlé d'une, c'est l'épanouissement des jeunes, l'intérêt que les jeunes ont pour un métier, pour une voie, pour une future carrière. Et est-ce qu'il y a un intérêt à faire plus de stages, et quel est le but de ce stage? Personne ne le sait. Et aujourd'hui, dans cette période du mois de juin, on organise dans les établissements scolaires ce qu'on appelle des conseils d'enseignement, où il y a une répartition des classes, mais également on va parler de comment s'organise la terminale. Et je peux vous dire que sur les 2200 établissements scolaires qu'on a à gérer, c'est une cuisine interne où chacun fait ce qu'il veut et personne n'a de directive précise sur comment on va s'organiser cette année de terminale. Ni pour les jeunes, est-ce qu'ils vont pouvoir rester ou pas, mais même pas pour l'organisation dans l'établissement scolaire. On devait commencer un round de discussion dès le mois de juillet avec le haut commissaire qui remplace la ministre déléguée, mais également la ministre Belloubet. Ce matin, on a reçu un message suite à la dissolution où tout est suspendu pour cause de réserve pendant cette campagne électorale. Donc, de toute façon, on sait que chaque établissement va devoir se débrouiller, mais sans directive. Donc on ne voit pas l'intérêt pour les jeunes d'aller plus en entreprise. D'ailleurs, les entreprises ne comprennent pas. Elles nous disent, mais pourquoi vous voulez nous le mettre
plus en entreprise. Donc, c'est-à-dire, attends, excusez-moi, c'est important ce point, parce qu'on espère, ou en tout cas, c'est le gouvernement qui l'avait dit, plus d'insertion professionnelle. Alors déjà, c'est une question, est-ce que c'est bien? Bon, premièrement. Et la deuxième chose, et pourquoi les entreprises pensent que c'est une mauvaise chose? Ils ne se disent pas que finalement, c'est une possibilité de recruter un maximum de jeunes étudiants pour la suite? Déjà, on ne les a pas mis autour de la table. Quand vous ne mettez pas les parents, les élèves, les entreprises, les acteurs de l'éducation, savoir les profs, autour de la table pour discuter de ça sert à quoi l'enseignement pro, vers où on amène les jeunes, est-ce qu'on répond à leur envie ou au contraire on les contraint dans un chemin qui n'est pas le leur. Tant que vous ne mettez pas tous les acteurs autour de la table et que vous les prenez séparément, vous n'avez pas de réponse. Donc les entreprises, elles ne savent pas pourquoi elles ont des stagiaires. Et en plus, elles sont confrontées à de nouveaux stagiaires. Les stagiaires de seconde générale et technologique, où aujourd'hui, on a eu un message aussi qui nous apprend que 70% des jeunes auraient signé un stage de 15 jours en juin. On est plutôt autour de la moitié. 1 sur 2 ont réellement signé un stage. D'autant plus qu'il y a la filière générale aussi qui a les stages de seconde. C'est de ça dont je parle. Ouais. Et les entreprises, elles se disent, mais comment je fais la différence entre un troisième de collège, un seconde générale et technologique, les secondes, premières, terminales de lycée pro, ceux qui sont en BTS, ceux qui sont en IUT où ils ont 3 mois. On n'a pas demandé aux entreprises ce qu'elles cherchaient non plus et ce qu'elles pouvaient apporter comme élément de formation. Si vous allez en entreprise, c'est pour apprendre quelque chose. Eh bien, tant que vous ne mettez pas les acteurs autour de la table, vous ne pouvez jamais avoir de réponse à ces questions. Pardon, Pascal Olivier, faut-il faire la différence d'ailleurs, finalement, entre un élève de seconde générale, technologique ou professionnelle pour un stage? Alors, ce qu'on observe de façon très concrète, c'est d'abord le manque d'écoute qui était évoqué tout à l'heure se traduit par la mise en place de ces stages de seconde, précisément parce qu'il y a des territoires dans lesquels on voit qu'en fait les stages sont à cheval entre les élèves de seconde générale et les élèves de voie professionnelle. Ce qui fait qu'il y a des entreprises qui se mettent au pas pour accueillir des élèves de seconde générale, mais qui n'ont pas les conditions pour accueillir des élèves de lycée professionnel, parce que ça implique plus de responsabilité, ça implique plus de temps. Lesquelles ? C'est-à-dire comme responsabilité? Il y a une exigence de réalisation, il y a une exigence d'action pour les élèves de lycée professionnel. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans l'observation, là où le stage de seconde générale a précisément été vendu comme un stage qui permet à l'élève de découvrir dans la voie professionnelle. Il y a des acquis très concrets à valider. Donc il y a une différenciation de fait qui s'observe, qui dessert aux élèves de lycée professionnel, d'une part parce qu'on sait maintenant sociologiquement que c'est des profils d'élèves différents et que ça implique aussi une posture de l'entreprise qui va être particulière. Nous, on situe l'enjeu à la responsabilité sociale de l'entreprise, parce qu'objectivement, un élève qui arrive en seconde professionnelle, il y a peu de chances pour qu'il apporte, hormis des perspectives, une vision de l'entreprise différente. Il y a un enjeu pour l'entreprise de se dire finalement, on doit aussi prendre notre part de responsabilité dans la réussite éducative de tout le monde. Et je pense personnellement que ça aiderait à beaucoup de sujets de justement engager ce nouveau mouvement de réflexion par rapport à l'entreprise. Oui, c'est un mouvement de réflexion générale finalement sur l'éducation. De manière générale, c'est qu'est-ce qu'on veut nous pour notre France, notre éducation, nos élèves et nos enfants finalement, c'est beaucoup plus de hauteur. Et comment est-ce qu'on implique tous les acteurs de la société? Voilà, parce que on voit très concrètement sur les dernières semaines qu'il y a tout un discours autour de la sanctuarisation de l'école, de ces sujets-là, mais finalement c'est pas la solution. La solution, c'est de dire qu'on va intégrer tous les acteurs de la vie sociale, de la vie d'un territoire dans la réflexion éducative, parce que tout le monde doit prendre sa place. Avant ce stage, je crois qu'il s'appelait le PFMP, c'est-à-dire la période de formation en milieu professionnel, toujours? Toujours. Ah d'accord. Alors pourquoi on appelle stage alors? C'est quoi la différence? La différence, c'est que normalement, c'est pour les secondes généraux et technologiques qui font un stage. Donc ils découvrent, en tout cas ça répond à une commande politique. Il ne faut jamais oublier que l'année dernière, il y avait des émeutes. Que le président de la République a dit j'explique ces émeutes parce qu'ils s'ennuyaient. Et qu'ils avaient obtenu, qu'ils étaient en attente de la réforme Blanquer et du bac général et technologique, donc on va les occuper. Donc c'est de l'occupationnel. Les PFMP, dans le terme, c'est période de formation. Donc l'entreprise, elle sert de lieu de formation. Oui, elle n'est pas un lieu d'observation, on y apprend quelque chose. Et on y apprend quelque chose quand on a une convention, quand c'est discuté avec les entreprises. Qu'est-ce que les entreprises peuvent apporter aux jeunes à apprendre? Nous, on regarde l'école, ce qu'on souhaite qu'elle apprenne, mais également la mise en application. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant. Mais pour les secondes généraux et technologiques, non, on est encore dans le stage de troisième,
occupationnelle, et malheureusement, cette occupation, elle est réservée uniquement à des jeunes qui ont des réseaux, les réseaux des parents, et ceux qui n'en ont pas ont des vraies difficultés à trouver un stage intéressant. Bien sûr, ce qui est souvent le cas effectivement en filière pro. On rappelle qu'il y a un tronc commun, pardon, et puis ensuite, donc effectivement, soit une période d'enseignement classique, soit une période de stage qui est choisie durant 6 mois. Est-ce que ce stage est indemnisé ou pas ? Alors pour l'instant oui, et j'allais dire jusqu'en 2026, puisque le temps d'indemnisation est limité. Ce qui fait que pour l'instant, ceux qui sont indemnisés, donc cette année, les secondes, premières terminales, mais on va être très, très technique, l'année prochaine et l'année suivante, ils n'auront pas atteint la quotité maximale de semaines indemnisées. Donc pour les 3 ans à venir, toute PFMP, ce que vous appelez stage, effectué et rémunéré. On va le dire comme ça. Gratifié, c'est le terme exact, à hauteur de 100 € par semaine quand on est en terminale. Dans 3 ans, on sait que les élèves qui prendront en charge ces semaines de stage supplémentaires par rapport aux autres ne seront pas rémunérés. Mais on est dans 3 ans, et comme vous l'avez vu, la vie politique en France fonctionne aussi. Et donc pour l'instant, on va regarder comment ça se passe. Déjà, on se demande ce qui va se passer dans 3 semaines. Mais déjà, moi, enfin, je sais... 3 semaines plus 2 semaines. Je sais que normalement, dans quasiment tous les cas, on ne devrait plus avoir la même ministre. C'est souvent comme ça. Oui, et puis le reste aussi, forcément, ça va peut-être impliquer beaucoup de choses, j'imagine, dans l'éducation et notamment dans la filière pro. Vous l'avez dit, et malheureusement, il y a peu de temps pour cette campagne électorale et d'écouter les débats, mais les débats sur le fond, des uns et des autres. La vraie question, c'est où est la place de l'école ? Ça sert à quoi l'école ? De quels citoyens on a besoin demain ? Mais également de quels travailleurs, de quels salariés à 5, 10 et 15 ans. Tant qu'on ne répondra pas à quoi sert l'école, quelle est la vision pour chacun de faire l'école, est-ce que c'est pour faire des citoyens, des travailleurs, uniquement des travailleurs. Et cette orientation politique implique nécessairement des décisions qu'on verra dans l'avenir. Donc pour l'instant, on va passer à côté, on va se dire les choses. Malgré tout, l'enseignement professionnel, et merci encore de nous recevoir sur ce thème-là. C'est moi qui vous remercie. Mais on en parle peu, on en parle de moins en moins. Le président de la République, en ne nommant pas un ministre délégué, a décidé d'invisibiliser l'enseignement pro. Donc même dans les médias, on a du mal à dire ce qui s'y passe. C'est très difficile. Donc là, dans la campagne électorale, je crains malheureusement qu'on ne parle pas de l'enseignement pro, ça c'est sûr. Pour autant, il s'y passe des choses merveilleuses. Donc il faut le redire à chaque fois. Dylan Naya, si vous voulez intervenir. Absolument, en fait, je pense qu'on est effectivement dans une période de crise, mais qui traduit aussi le manque de perspective et le manque d'horizon collectif. Et que l'école, c'est un élément, un moment qui cristallise aussi ses craintes, ses espoirs, et que ça se matérialise de façon très concrète dans la voie professionnelle. Et donc l'enjeu, c'est de dire, en fait, commencer à réparer l'école, c'est réparer le reste de la société. Et pour réparer l'école, il faut précisément s'atteler à réparer là où ça fonctionne le moins bien, à savoir en voie professionnelle, malheureusement. Mais c'est aussi, comme vous le disiez, là où on peut réussir à construire des choses très concrètes, très visibles et de façon très rapide. Et performante. On a beaucoup parlé évidemment d'inégalité et on a parlé, tout à l'heure j'ai évoqué les groupes à effectifs réduits. Donc une généralisation de ces groupes demandée par Gabriel Attal en français et en mathématiques pour seconde et première pro. Et donc j'aimerais savoir si oui ou non cela va permettre d'enrayer ces fameuses inégalités dont on parle beaucoup, ces problèmes de mixité sociale et scolaire, ou est-ce que ça ne va faire que renforcer la problématique? D'abord, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on constate qu'il y a un besoin de diviser les groupes en lycées professionnels. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a une problématique académique qui est la résultante d'une problématique sociale profonde. Mais il n'y a pas de réponse ou de proposition qui est apportée sur la source. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on a majoritairement ce type d'élèves en voie professionnelle. Objectivement, c'est une bonne solution parce que ça pense quelque chose de concret qui est la difficulté que les élèves de lycée pro ont sur un certain nombre de compétences. Mais maintenant, l'étape suivante, c'est de penser la base, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à réellement transformer ce qu'est le lycée pro en termes de composition sociale et se dire que les élèves doivent réellement choisir leur orientation. Sans parler des sources, en parlant juste du point de vue de la mesure en question, ça ne va pas creuser les inégalités? On ne va pas avoir les plus faibles d'un côté encore et les plus forts de l'autre? C'est un débat en ce moment. On n'a pas non plus la réponse dans les établissements scolaires. On sait une chose factuellement, moins vous avez des élèves dans la classe, surtout en milieu
d'élèves qui sont en difficulté. J'aime bien le terme de Dylan quand il parle de réparer. Ce sont souvent des élèves qu'il faut réparer. Première réparation à faire, c'est l'estime de soi. Ils savent qu'ils arrivent en lycée pro, souvent parce qu'ils ont été en échec. Donc il faut qu'on leur redonne confiance en leur disant « ta vie, elle n'est pas foutue, au contraire, ça va être un nouveau départ. » Et on va essayer de te le proposer. Donc on sait qu'en effectif réduit, on travaille mieux. En revanche, la réforme, elle dit 180 heures de moins, 180 heures de moins de cours. Donc il va falloir nous expliquer comment on réussit à faire mieux avec moins. Et là aussi, c'est un paradoxe. D'un côté, on essaye de faire plaisir aux profs en leur disant vous allez avoir de plus petits effectifs, donc je ne suis même pas sur le choc des savoirs, à savoir est-ce qu'on fait des groupes de niveau ou pas. On commence à en parler, donc nous, si c'est le cas, c'est une opposition ferme, mais surtout, à la fin, vous avez moins d'heures de français, de mathématiques, de langue. Là où ces élèves-là ont le moins d'appétit, mais également le plus de difficultés. Donc il faut les remettre à niveau, il faut leur redonner cette envie, il faut du temps, il faut des heures de cours. Est-ce que c'était aussi l'idée du zéro, enfin du 100% insertion, du zéro décrocheur évoqué par Emmanuel Macron et par Gabriel Attal à l'époque, ministre de l'Éducation, l'idée de pouvoir justement avoir des jeunes qui ne décrochent pas de leurs études? Mais il n'y a personne qui veulent que les jeunes décrochent. On a eu une ministre déléguée qui disait vous êtes les fautifs du décrochage puisque ça se passe en lycée pro. Et je n'arrêtais pas de lui expliquer que c'était des jeunes qui avaient traversé jusqu'à l'âge de 15 ans une école où ils étaient au fond de la classe, où ils ne réussissaient pas. Ils arrivaient chez nous, le premier trimestre, la première chose qu'ils faisaient, ils partaient. Donc on était uniquement une conséquence et non pas la cause du décrochage. Donc si on veut réellement lutter contre le décrochage, il faut s'attaquer au primaire et au collège, c'est-à-dire redonner aux jeunes l'envie de prendre en charge sa propre orientation, déjà donner envie. Si les jeunes, on parle d'orientation, il n'y a qu'une orientation en collège qui est faite. Il y a ceux qui vont vers la voie générale et technologique, voilà, parce qu'ils ont de bonnes notes, pour être clair, et puis tous les autres, parce qu'ils n'ont pas la moyenne, parce qu'ils n'ont pas de bonnes notes, ils sont punis et ils iraient au lycée pro. Eh bien nous, il faut qu'on casse ça. C'est pas une punition, on peut vraiment avoir de carrière, ce sont des choix politiques, il faut qu'on ait des grandes écoles de lycée pro, il nous faut inventer le lycée des arts et métiers, on a déjà le Centre national des arts et métiers avec des écoles d'ingénieurs. Très réputé. Très réputé. Donc il faut qu'on puisse aller du CAP à l'école d'ingénieurs. Il faut savoir ce que cette société attend comme salarié, mais également comme citoyen. Et donc, oui, il faut y mettre un peu les moyens, mais avant les moyens, c'est que du bon sens. Et la première chose qui n'a pas été faite, mais la première chose à faire, c'est de mettre tous les acteurs de la vie politique, de la vie économique, du monde pédagogique autour de la table pour discuter. Et peut-être aussi des gens de la société civile qui sont passés par la voie professionnelle. Vous citiez effectivement toutes ces grandes écoles. Peut-être qu'ils prennent plus la parole et qu'ils aillent voir justement tous ces jeunes pour leur dire à quel point ça a été positif pour eux. Tellement, nous on a lancé ce qu'on a appelé un club des pros qui rassemble cette communauté d'anciens élèves de lycée professionnel qui justement sont maintenant des ambassadeurs de leur propre trajectoire, non pas pour vendre du rêve aux élèves et leur dire que la voie pro c'est formidable, mais aussi pour dire finalement, regardez, j'étais dans la même situation que vous, j'ai réussi à m'en sortir par l'école ou en dehors de l'école, mais j'ai quand même réussi à avoir confiance en moi. Et c'est probablement ce qui a profondément manqué aux discussions, et je rejoins totalement Pascal dessus, c'est on laisse la parole aux gens qui ont des trajectoires qui sont directement concernés par ces enjeux-là, parce que c'est eux qui sont experts de leur propre parcours. Avoir confiance aussi, c'est peut-être aussi être très entouré, particulièrement dans la voie pro, avec des psychologues, des coachs, des personnes qui vous donnent confiance en permanence, parce qu'il y a le fameux grand frère, le copain, celui qui va vous rencontrer effectivement et qui passait par cette voie-là, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'il y a suffisamment de présence ? Alors nous, on pense, et j'en parlais tout à l'heure quand j'évoquais l'idée de sanctuarisation de l'école, on pense que aujourd'hui l'engagement qu'il doit y avoir, c'est tout l'inverse. Et on travaille notamment sur le sujet de la gouvernance des collèges, pour partir de la base, pour dire comment est-ce qu'on construit une orientation qui soit cohérente avec les aspirations et les souhaits des élèves. Et en fait, le parti pris, c'est de dire que dans un territoire où il y a du tissu associatif de proximité, où il y a des structures sociales, où il y a des acteurs qui sont plus ou moins identifiés, mais qui sont présents dans le quotidien des familles, il faut leur
leur laisser la place au sein de l'établissement scolaire, peut-être une place aussi importante que le personnel éducatif. Et que, en gros, les compétences qu'un élève va développer dans son club de sport ou dans son activité périscolaire doivent être autant valorisées que les compétences académiques. Merci à tous les deux d'être venus sur le Grand JT pour parler de la voie professionnelle. Pascal Didier, je rappelle que vous êtes secrétaire général de SNETA FO et Dylan Ayassi, fondateur de Une Voix pour tous. Merci à tous les deux. Merci, on marque une courte pause, on se retrouve.